Salut Pierre, bienvenue à Gizmo. Salut. Ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Ça a été un peu compliqué de se capter, mais ça y est, c'est fait. On va pouvoir enregistrer ensemble. C'est un vrai plaisir. À chaque fois, je le dis, mais c'est sincère. On s'est eu au téléphone et j'ai adoré notre discussion. C'est par la recommandation de Valentin que cet épisode a lieu. Encore merci Valentin, c'était une très très bonne idée. J'espère que ça passionnera tous ceux qui vont nous écouter pendant la prochaine heure. On a quand même pas mal de choses à aborder. Mais pour ça, je vais quand même d'abord te laisser te présenter. Pierre, qui es-tu? Écoute, je suis Pierre de Cabissol, mais tout le monde m'appelle Peyo, dans le métier, puis dans ma vie d'ailleurs. J'ai 40 ans, j'ai monté il y a 15 ans presque le studio Supamonks, qui est un studio d'animation en Île-de-France, avec 4 personnes sortant de l'école Georges Méliès, qui s'appelle l'école Georges Méliès à l'époque, qui s'appelle l'Institut maintenant. Donc il y avait Cédric, Florian Landouzy, Zwib O et Julien Bagnol. On a monté ce studio. Moi, je venais pas du tout de là. J'avais une boîte de prise de vue réelle. Et les 4 sont venus me voir. J'avais un associé, ils sont venus nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez juste nous aider à créer la boîte, en fait, genre faire les papiers, tu vois. Et en fait, ils nous ont présenté leur projet, ils nous ont présenté leur film de fin d'études à l'époque qui était Superman, qui avait fait un gros buzz à une époque où il n'y avait pas tant Internet que ça, il y avait eu des millions de vues. Et, euh, et moi, j'ai adhéré immédiatement, je trouvais ça hyper cool, vachement mieux que on faisait du film institutionnel avec ma boîte précédente et je me suis dit, c'est quand même vachement plus fun. Et puis les mecs me plaisaient. Zwib, c'était un copain d'adolescence de Montpellier, on est de Montpellier tous les deux. C'est comme ça qu'ils étaient arrivés jusqu'à nous. Et puis, une des boîtes pour qui, avec ma société de films institutionnels, on faisait des films, a proposé de nous racheter. Mon associé a décidé d'y aller, moi non. Et voilà, je me suis dit que je n'étais pas encore prêt à avoir un patron au-dessus de moi. Et voilà, et après une discussion avec mon père au téléphone qui m'a dit mais tu vas avoir un patron? Oh non, c'est chiant les patrons. Mon père est avocat, donc il n'a jamais eu de patron. Je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie. Et je vais plutôt laisser sa chance à ces 4 mecs qui m'ont l'air hyper enthousiastes, hyper talentueux, etc. Et je vais les accompagner comme moi je peux parce que franchement, de l'époque et encore jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ouvrir Maya, je ne sais pas ouvrir un logiciel de 3D, je ne sais pas faire grand-chose en fait. Et donc, ce que je savais faire, c'était organiser les choses un peu. Donc, naturellement, j'ai pris un poste de dire prod, autant que possible qu'on puisse parler de dire prod parce que c'était des tout petits films. Et puis voilà, je développais ça et mon job petit à petit, ça a été de faire de la dire prod, de la réal, de monter la boîte, de monter des dossiers, d'aller chercher des subventions. Un job que j'occupe encore aujourd'hui, en fait, 15 ans plus tard. Voilà. Et tu te souviens, le tout début, pourquoi est-ce qu'ils t'ont convaincu et quelle était l'intention quand ils sont venus te voir pour créer ce studio-là? Alors l'intention, c'était pas de créer un studio forcément au début, ils avaient un projet de série qui s'appelait Les Métiers, de présenter les métiers en 1 minute 30, différents métiers aux enfants. Et ils avaient vu Timto à l'époque, qui leur avait proposé un contrat, je pense, quelque chose comme ça. Ils n'étaient pas complètement convaincus ils se sont dit, on va plutôt le présenter à d'autres. Ils nous l'ont présenté à nous en mode amical. On a dit, mais ouais, mais ça déchire trop. Et il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et je pense que l'idée de monter un studio ensemble, elle est plus venue d'Olivier, mon ancien associé et moi-même, en se disant, non, mais il faut qu'on développe nous-mêmes ce projet, il déchire. Et le projet s'est jamais fait en fait, même si on a produit sur nos fonds propres 5 ou 6 épisodes. Pendant quelques années, on s'en faisait un par an comme ça, pour le plaisir. Et c'est ça qui m'a motivé, c'est de voir leur enthousiasme, c'est de voir. Après, moi, j'étais épaté aussi parce que, en plus de ne pas maîtriser du tout la 3D, je ne maîtrise pas du tout les crayons de couleur non plus. Je ne sais pas dessiner, à part un Mexicain vu du ciel qui se fait cuire un œuf au plat, tu vois, je ne sais pas faire autre chose. Donc, j'étais aussi épaté, tu vois, la découverte du dessin animé. Je ne connaissais pas du tout le dessin animé à l'époque, je ne regardais pas du tout de dessin animé. Donc, bref, c'était tout un monde qui s'ouvrait à moi et porté par 4 gars très différents, avec des caractères très différents, mais tous le même enthousiasme. Et c'est ça qui m'a complètement convaincu au moment de choisir bah, de partir avec eux.
Mmh mh. Ouais, Voilà. il y avait cette énergie et donc ce carburant qui, toi, te donnait confiance pour, en fait, les suivre et te laisser embarquer dans cet univers que tu allais découvrir avec eux, dans cette nouvelle aventure. Exactement, tu sais, eux, ils sortaient de leurs études, ils sortaient de leur film d'étudiants, il y a une sorte d'énergie de dingue, quand tu moi, je fais des jurys d'école, depuis quelques années et c'est vrai que chez les étudiants, tu as une énergie de ouf quand ils viennent de faire 1 an, à dormir sous les bureaux ou à pas dormir et à manger des noodles tous les jours, tous les repas. Ils sont dans une sorte d'énergie, dans une sorte de croyance dans ce qu'ils font, qui fait un bien fou et qui est hyper, stimulant et moi, j'ai été emporté par ça. Même si eux, ils avaient commencé déjà à bosser un peu chez McGuff, un peu chez Dot, un peu chez Micros, ils avaient toujours cette énergie de: «Je sors d'études, je viens de sortir d'études», quoi Mmh et mh. moi, ça m'a complètement, emballé, quoi. Et dans ces cas-là, comment tu trouves ta place, toi, pour les accompagner au début, quand justement tu débarques dans un univers où justement tu as pas encore les codes, qui est quand même assez nouveau pour toi? Hem, comment vous trouvez cet équilibre et comment tu les accompagnes au début? Bah, alors, moi, déjà, eux, ils étaient très talentueux, mais alors ils étaient perchés en termes administratifs et moi, Ça a le j'étais un peu mérite d'être clair. décalé. Donc au début, bah, je me suis occupé de comment dire? On avait tous besoin les uns des autres parce que moi, je savais pas dessiner et eux, ils savaient pas, remplir un dossier et donc moi, je faisais surtout l'administratif, je faisais la compta aussi au début. À côté de ça, dans ma précédente boîte, j'étais réalisateur, donc aussi je faisais un peu de réal. J'allais chercher des contrats, bref, j'ai essayé d'être, à tous les endroits où ils pouvaient avoir besoin de moi et eux, je pense qu'ils avaient besoin de se sentir, peut-être, d'avoir une sorte de regard extérieur sur l'équipe qu'ils formaient. Parce que malgré tout, ça faisait quelques années qu'ils bossaient ensemble et c'était des vieux couples, additionnés et ça leur faisait du bien d'avoir un regard extérieur. Ça les rassurait aussi d'avoir quelqu'un qui avait déjà eu une boîte et qui savait comment faire. Alors qu'entre nous, c'est pas grand-chose, hein, de monter une boîte et de la enfin, heu, purement administrativement, c'est pas grand-chose et voilà comment j'ai trouvé ma place, en étant un peu, au four et au moulin sur les sujets qu'eux ne maîtrisaient pas. Mmh mh. Et sur lequel, bah, du coup, tu apportais, comme tu disais, ce regard extérieur, et un peu extérieur par rapport à ce groupe qui se connaissait très bien et puis même de par ta position, au moins tu pouvais être très critique, et peut-être leur éviter certaines erreurs que s'ils avaient été, tous les 4. Ouais, alors en même temps, ils m'enthousiasmaient tellement que je pense que j'ai plutôt plongé avec eux dans les erreurs que toute autre chose. Mais oui, mais je pense que j'étais rassurant pour eux et c'est là que ça a bien marché, qu'il y a eu une osmose parce que, je marchais pas sur leur plate-bande, on va dire, parce que de toute façon, je ne savais pas faire ce qu'ils faisaient. Ils marchaient pas trop sur les miennes parce que de toute façon, ils savaient pas trop ou ils mettaient beaucoup plus de temps que moi à faire ce que moi je savais faire et du coup, petit à petit, on a réussi à monter. Mais ça s'est pas fait, du jour au lendemain, hein. On est restés, tous intermittents, pendant un petit moment. On a profité de ce merveilleux système où on pouvait bosser, quelques jours et puis, le reste du temps le libérer pour la boîte. Hem et puis voilà, petit à petit et puis il est arrivé un moment où on s'est dit, «Qu'est-ce qui va faire qu'on n'est pas juste des intermittents qui se font en plus des petits films de temps en temps pour d'autres, en prestataire pour d'autres boîtes?» Et on s'est dit: «Bah, il faut qu'on arrête de bosser à côté, quoi, tout bêtement. Il faut qu'on saisisse notre chance, qu'on s'attape, par la peau du cul et qu'on se dise: "Là, il y a plus de filet, on y va"». Donc on a pris des locaux, donc c'est tout de suite, tu te retrouves avec une charge de 2 000 balles par mois et tu dis: «Bah, il faut que les films y rentrent, sinon c'est pas possible». Ouais. On avait 10 mois d'ACDIC devant nous, comme tout intermittent, 8 ou 10 mois, je sais plus combien c'était à l'époque et donc on avait ce temps-là pour que la boîte elle marche. Sinon après on retournait à nos moutons et on a eu la chance d'avoir quelques personnes qui nous ont filé des contrats. Je pense à Jean-Jacques Benamou de Gueuf qui nous a filé un habillage, pour une émission d'art contemporain qui était très cool. Un autre film qu'on a fait pour un jeu de site en ligne, un jeu de paris en ligne, plus ou moins, c'était pas des paris à l'époque, on n'avait pas le droit, mais ça ressemblait beaucoup. Voilà, on a bossé pour Tefou aussi. C'était dès le début, on a bossé pour Tefou et on continue encore à bosser pour Tefou, puisque hier encore, on a eu TF1 enfin la personne qui s'occupe de Tefou chez TF1 qui nous a demandé savoir si on peut faire quelque chose pour Noël. Enfin voilà. Et donc on a quelques personnes qui ont été là, qui ont cru en nous. On a
Franck Petita, qui, qui est le dirigeant de l'Institut Georges Méliès, qui, avant même qu'on prenne des locaux, nous avait prêté des locaux pour qu'on se mette en mode configuration. On est dans les locaux. Parce qu'avant, on était dans mon appartement. Donc, c'était un peu, tu vois, c'était À la compliqué. route. Ouais, à la route, carrément. Et donc, après, Franck nous a prêté des locaux à l'Institut Georges Méliès. Et puis après, on a pris nos locaux. Et là, on n'avait plus le droit de se planter. Et par chance, on ne s'est pas planté. Bah, c'est clair que le début où tu prends tes locaux et vous arrêtez de prendre des jobs à côté, ça concrétise vraiment le début de cette aventure où, comme tu dis, c'est sans filet, il va falloir vraiment faire en sorte que ça marche. Et tant mieux, ça a marché, mais c'était un peu le crash test, quoi. Ça passait ou ça cassait. Vous aviez quelques mois, quasiment une année, en fait, pour vous donner les moyens que ça marche. Euh, mais derrière, il fallait voir si sur le long terme, justement, ça prenait et si cette aventure, elle allait perdurer. Tu dis que ça a vachement bien aidé, enfin en tout cas c'était une bonne base, que les gens vous ont fait confiance pour avoir ces premiers projets qui sont des fois assez compliqués pour justement avoir un peu cette carte de visite et pouvoir démarrer. Est-ce qu'à ce moment-là vous étiez déjà demandé quel positionnement vous vouliez avoir, quel type de projet vous vouliez avoir, ou au début c'était vous preniez tout ce que vous aviez et toutes ces questions vous alliez vous les poser ensuite après sur on fera un peu les difficiles où on sélectionnera et on affinera ensuite une fois qu'on aura peut-être une carte de visite? Non, on prenait tout ce qu'on avait. Je pense que les boîtes qui se créent et qui ont la possibilité de ne pas prendre tout ce qui tombe, c'est des boîtes qui sont montées par des seniors, par des gens qui ont déjà, ou qui viennent d'autres boîtes. Tu vois, je pense à Unit, ils ont tout de suite attaqué sur des gros projets, parce qu'ils avaient déjà déjà, ils ont énormément de talent, mais ils avaient déjà de l'entre-gens, ils savaient déjà pouvoir compter sur certains clients, etc. Nous, non, on prenait tout ce qui passait. Et au-delà de ça, je vais te dire, on ne savait même pas si on était producteur, studio. Enfin, c'était ultra flou. Je me souviens d'être allé voir une dame avec le projet, avec Eva Baron, qui est une dame célèbre dans la production française de dessins animés, et avec le projet des métiers dont je te parlais. Donc, je lui présente le projet. Elle me dit, OK, super, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes quoi, producteur ou studio? Et là, tu sais, sueur froide, je ne sais même pas qui je suis, si tu veux. Je dis, bah, un peu des deux, je ne sais pas. Ah ben, va falloir que vous décidiez, jeune homme, hein, parce qu'on ne peut pas être studio et producteur. Et moi, je ne faisais même pas la différence entre ce que c'était être un studio prestataire et un producteur délégué, c'est-à-dire quelqu'un qui porte ses propres propriétés intellectuelles. Et j'ai mis du temps d'ailleurs, mais je pense qu'après cette entrevue, je n'étais pas plus avancé. Et aujourd'hui, ceci dit, on est prestataire et producteur délégué. Donc, en fait, on était un petit peu en avance. On savait qu'on pouvait faire les deux, hein, mais inconsciemment. Ok. Tu peux un tout petit peu plus développer justement la différence entre studio et producteur et Ouais, bien sûr. justement ce que tu n'avais peut-être pas compris à l'époque et que tu as compris peut-être plus tard. Et... Bah, c'est deux choses différentes. Studio, tu es prestataire, c'est-à-dire tu as Ouais. des clients. Ça peut être des agences, ça peut être des boîtes de prod, ça peut être des annonceurs en direct qui viennent te demander de fabriquer un film. Mm, mm. Tu fais ton film, tu leur rends, c'est fini, enfin, c'est fini, quoi. Et c'est pas quelque chose qui t'appartient, c'est pas ta propriété à toi, on va dire. Alors, quand tu es producteur délégué, tu développes tes propres IP, tes propres propriétés intellectuelles. C'est-à-dire que tu vas, soit des trucs qui sortent de la tête des gens avec qui tu travailles, soit ben, tu vois une BD pour enfants dans une librairie, tu dis ça serait génial adapté en, en série télé, par exemple. Et bon, là commence un très très long travail d'adaptation qui peut prendre plusieurs années. Mais à la fin, tu es propriétaire de cet objet audiovisuel. Et donc, c'est quelque part, c'est un catalogue qui est valorisable et qui assurera un petit peu ta retraite, quelque part, tu vois. Parce que le propriétaire du catalogue avec Olivier Tom dedans, il est bien, si tu veux, parce que Olivier Tom, ça passe tout le temps depuis 30 ans. Et à chaque fois, bah, c'est des droits qui tombent pour la société qui est productrice déléguée de Olivier Tom, pour citer Mm. Olivier Tom. Et Donc, le voilà, studio prestataire peut changer, la production, ça reste toujours sa propriété exactement. intellectuelle. Et le studio prestataire, si tu veux, tu n'as pas de. Ou rarement, sauf quand tu as des contrats un peu longs. Nous, ça fait 8 ans qu'on bosse pour Quick, les fast-food. Donc, on sait que tous les mois, on va avoir un film Quick et c'est hyper rassurant et tout. Mais c'est assez rare, en fait. Et tu es un peu dans l'angoisse, quand même, malgré tout, de. Bah, tu as fait ton trailer de jeu vidéo, tu as fait ta pub, tu as fait ta prestation pour un long métrage, une série. Et puis après, mais il n'y a enfin, il y a rien derrière, tu vois. Tu as produit l'objet, et il n'est pas à toi, il n'y a rien, il n'y a aucune valeur. Et il va falloir repartir chercher d'autres choses. Mm, Alors que mm. quand tu produis une série, ben, à la fin, elle t'appartient. Ou elle t'appartient de manière
avec un copro délégué, etc. Enfin, c'est rarement du 100%. Et puis elle appartient souvent à la banque aussi qui t'a prêté les sous pour te virer. Mais au bout de quelques années, elle t'appartient. Et c'est plus Heu rassurant. et donc là, aujourd'hui, tu développais que vous étiez à la fois studio et producteur. Ouais. Heu, au début, vous étiez que studio, puis progressivement, ça a grossi et donc vous avez changé et vous avez voulu avoir ces 2 casquettes? Comment ça s'est En passé? fait, on a eu un gros coup de bol, je pense, qui est que c'est toujours les métiers. Je reviens à cette série Les métiers. Et moi, j'avais travaillé avec une stagiaire, euh, Eleonora Marinoni, sur adapter le concept des métiers, mais au sport. Mais vraiment, c'était pour l'occuper. On était en creux de pro, on n'avait rien. Et j'avais dit, bah attends, on pourrait faire la même chose sur les sports, présenter les sports aux enfants et tout. Et puis, par quel biais, je sais pas, on déjeune avec quelqu'un chez Disney, Clément Lestrade chez Disney, qui dit ah ben nous, on a des obligations maintenant au niveau de l'État sur le manger et bouger. Et là, paf, alors je crois pas que c'est. Est-ce que c'était moi ou est-ce que c'était mon associé Julien? Je crois que c'était Julien parce que j'ai pas l'image en tête de ça, donc ça devait être lui. Il lui dit bah attends, bouge pas. Il lui sort l'iPad et il lui sort genre ben tout ce qu'on avait fait sur les métiers mais adapté au sport. Et Clément dit bah c'est exactement ça que je veux. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait en fait notre première série pour Disney direct, Disney, Gulli et Canal J, sur un travail fait avec une stagiaire quelque part, qui était très talentueuse, mais voilà. Et, euh, et parce que le jour où on nous a demandé, ben, on avait un truc à montrer en fait. Et donc, on a mis le pied dans la production déléguée comme ça, et on s'est dit, non, mais en fait, c'est génial ce truc. La production, déjà, c'est hyper rigolo. Ensuite, il y a un peu d'argent. Ensuite, ça t'assure une visibilité sur quelques temps. Tu sais que tu as quand même 6, 7, 8 mois de fabrication, donc où tu es un peu plus relax, si tu veux, plutôt que des pubs que tu fais en un mois et puis après, tu ne sais pas ce qui se passe. Et du coup, on a commencé à dire, bah, il faut qu'on développe ça. Et on a recruté à ce moment-là Valentine Deblinière, qui s'occupe de la prod déléguée avec mon associé Julien au studio, et qui elle-même, avec Julien, ont commencé à proposer des projets. Et Valentine a mis le doigt sur un projet qui s'appelle Pompon, Pompon Ours, qui est une BD de Benjamin Shaw, qu'elle a adoré. Elle a dit, mais ça, il faut qu'on le développe en série. Et puis, cool, ça a marché. Donc, c'est sur France Télévisions depuis Toussaint dernier, je crois, ou Noël, je ne sais plus. Et là, on est quasiment à deux doigts de re-signer une nouvelle saison. À côté de ça, on s'est dit, bah, nous aussi, on est capable d'écrire et d'avoir des idées. Et on a tous proposé des idées. Puis il y a une idée qui est sortie qui s'appelle Droners, qui passe sur TF1 aussi depuis Noël, en fait, de 26 fois 22 minutes, sur laquelle on est en copro délégué avec Cybergroup et, en copro exé avec La Chouette Compagnie. Et voilà, mais ça s'est fait comme ça, si tu veux, de manière de vraiment coup de bol, quoi. Enfin, tu vois, ouais, ça s'est fait coup de bol. Et en fait, on s'est rendu compte que ce coup de bol, en termes de construction de patrimoine, ben, c'était un sacré coup de bol. Ouais et puis vous étiez là au bon endroit, au bon moment, vous aviez le projet qui était déjà dans les Ouais, non, cartons, c'était un coup de bol de ouf. mais tant mieux, ça vous a mis aussi le pied à l'étrier et Ouais, c'est comme ça grave. que vous avez démarré, Ouais. cet aspect-là, de la production. Qu'est-ce qui fait la différence entre justement les productions qui vont être validées, sur lesquelles on va vous suivre, que ce soit les banques ou les distributeurs, Ah ben ça, si je savais. Ah mais ça, c'est gros mystère, hein, il y a tellement, si tu regardes le paysage audiovisuel français, les séries qui sortent, si tu veux, entre Ladybug, et Pompon Ours, tu as un enfin, dire, c'est pas la même chaîne aussi, selon les chaînes, ils ont leur ligne éditoriale aussi, mais enfin, il y a un grand écart, tu vois? Et les 2 sont tout à fait valables, hein, et les 2 sont des bonnes séries. Mais pourquoi ça dépend un peu des chaînes, des personnes qu'on a en face, de la manière de savoir porter le projet, de l'enthousiasme que tu y mets, de l'air du temps. Je sais que Pompon Ours, par exemple, c'est une série très, très délicate, très douce, qui apprend aux enfants de manière qui est hyper orientée éco-responsabilité, des choses comme ça. Euh, voilà, et puis à côté de ça, tu as des séries d'aventure pures pour les un peu plus grands. Il y a des cases à remplir aussi, il y a des choses comme ça. Mais c'est un long travail, il faut connaître les gens.
Et puis, il faut avoir quelques petits coups de bol et puis avoir aussi des personnes qui, en termes de rédaction, savent rédiger et savent, vendre bien leur projet. Il y a tout un travail rédactionnel en pré-vente, on va dire, en avant-vente, qui est hyper important et nous, on a la chance d'avoir, Valentine et Julien, qui maîtrisent ça, très bien et qui portent ça très bien auprès des chaînes. Ce qui fait que les 2 premiers projets qu'on a développés, qui sont Droners et Pompons Ours, bah, ils se retrouvent en diffusion sur TF1 et France TV, ce qui est exceptionnel, tu vois? Enfin voilà, on en a développé 2, les 2 sont sortis, quoi. Donc parce qu'il y a voilà, il y a plein de gens intelligents derrière et je parle pas que à Super Monk, hein, parce que, par exemple, sur Droners, il y a plein d'autres personnes, dans d'autres studios qui bossent dessus et Pompons Ours, pareil, on a eu un studio prestataire qui a fait du beau boulot aussi. Donc donc plein de choses, l'été, les planètes qui s'alignent, tout ça, l'expression un peu à la mode, tu as les planètes qui s'alignent. Bah, nous, on est en plein dedans, quoi. Et puis ce que tu disais sur l'avant-vente, il faut réussir à faire écho justement auprès des distributeurs sur les cases qu'ils ont à remplir pour que vraiment ils voient que ça peut répondre à leurs besoins et que ça va vraiment répondre à ce que tu disais, ces sujets un peu tendance, que ce soit le sport, l'éco-responsabilité, et qu'à un moment il y ait cette réponse en fait dans la série que vous allez leur proposer et que ça éduque d'une certaine manière en fait les enfants, que ce soit pas juste du divertissement. Et c'est ça qui peut justement peut-être un peu aider et pousser le projet à ce qui passe. Bah, c'est ça qui peut aider et c'est ça qui est hyper satisfaisant parce que si tu te dis qu'en plus de faire un métier kiff, ben, tu apportes quelque chose, hem, ben, tu as tout gagné, quoi, en fait et alors après on s'inscrit que dans des schémas, on pa tu as des tranches d'âge, tu as des sujets et cetera et cetera. Il y a quelques studios qui sont game changers comme, Bobby Pills, hem, qui eux font de l'adulte, de la série plus adulte, ado-adulte et qui ont réussi petit à petit à imposer ça, mais c'était vraiment loin d'être gagné parce qu'il y avait pas de slot en fait pour, la série ado-adulte. Mais maintenant avec l'arrivée des plateformes, il y en a déjà un peu plus, mais ils se sont battus dur, dur, dur et félicitations à eux mais c'est pour dire en effet que pour revenir au début, c'est que si tu arrives tout en rentrant dans un slot, à apporter quelque chose à l'enfant qui le regarde, c'est quand même hyper satisfaisant. Heu et ça change de, ben, moi quand j'étais petit, il y avait Ken le survivant où les mecs ils se faisaient exploser à contre-jour, il y avait du sang partout, je sais pas ce que ça a fait de moi, mais je suis pas sûr que c'était hyper, pédagogique et très, très constructif. Là, non, là, c'est nous, Pompons Ours, notre série vedette vraiment, studio. C'est un petit ours qui découvre la nature, qui découvre l'amitié, qui découvre mais c'est pas gnangnan, c'est pas niais, tu vois? C'est intelligent, c'est bien fait, c'est joli et tout le monde s'accorde à le dire et même France Télé, ils sont hyper contents de l'objet audiovisuel que c'est, tu vois? Et moi, quand ma fille, ma grande fille regarde ça, je me dis, bah, c'est trop cool, quoi. C'est moi Ouais. qui l'ai fait, ma chérie. Même si moi, j'ai pas fait grand-chose en vérité, mais je lui fais croire que c'est moi qui l'ai fait quand même. Elle a Ça, 6 ans, elle est pas maline, hein, faut pas se mentir. c'est une belle récompense, c'est clair, quand tu te dis que bah, tes enfants vont être bercés avec une série que tu as pensée, bien pensée pour les enfants, pour justement que ça les aide et que ça les aide à grandir. Enfin, c'est une énorme récompense, c'est un très gros cadeau. Et même si elle a 6 ans, c'est plutôt chouette. Tu disais que c'était ton kiff, ou en tout cas, que tu voulais prendre plaisir à faire ce que tu faisais au quotidien et dans ton boulot. Justement, c'est quoi ton kiff et qu'est-ce qui t'éclate là-dedans? Pourquoi tu le fais? Moi, je le fais, bah, c'était peut-être pas le moi, tu sais, je vais te dire un truc, que je devrais peut-être pas dire, mais j'aime pas les dessins animés. Et tous les gens avec qui je bosse savent que j'aime pas les dessins animés. Je regarde pas les dessins animés. Moi, j'aime les films, à part les shonen et tout ce qui est japonais, on va dire. Les Miyazaki, tout ça, j'adore, mais Pixar, DreamWorks, je peux pas, je décroche au bout de 10 minutes. Je décroche plus vite qu'un enfant de 3 ans qui se barre de la télé parce qu'il a pris trop d'images dans la tronche. Moi, je j'y arrive pas, ça me fait pas rire, ça m'émeut pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc en fait, j'aurais peut-être dû faire, vendeur de beignets sur la plage, tu vois? Ça aurait peut-être été plus, mais bon, j'ai pas rencontré les bonnes personnes au bon moment pour accomplir ce rêve et cette destinée de vendeur de beignets.
Donc finalement, j'ai monté un studio d'animation et en fait, peu importe quelque part le job, peu importe ce qu'on fait à la fin, ce que j'adore moi dans mon métier, c'est les gens avec qui je le fais. Tous les matins, enfin pas depuis 1 an et demi, mais tous les matins, je viens au studio et là j'ai 60 artistes, techos aussi ou personnel administratif, mais en gros des artistes et je sais pas qui dans sa vie peut dire qu'il se lève le matin et il prend son scout, il fait 10 minutes de scout, il arrive dans un endroit qui est hyper stylé, c'est autour de moi, là je suis au studio et qui va être avec 60 artistes, tu vois? Et 60 jeunes artistes qui ont entre, 22 et 30 ans, donc ils te tiennent en plus, au courant de ce que c'est, la jeunesse aujourd'hui, qui te tiennent au courant, qui te montrent des trucs, des films, des machins et cetera. Enfin et puis qui te stimulent intellectuellement, qui te stimulent artistiquement, qui vont voir des expos, qui vont au théâtre, qui vont au cinéma, parce qu'ils ont besoin, ça les alimente tout ça et puis pour ceux qui n'y vont pas, en plus, on les incite à y aller. Hem, Bah, moi, je trouve que c'est le grand kiff et on fabriquerait des pneus je fabriquerais des pneus avec 60 artistes, je serais hyper content de fabriquer des pneus. Et il se trouve que je crois que dans la fabrication de pneus, il y a pas tant d'artistes que ça. Donc je suis hyper content au quotidien, mon kiff, c'est de bosser avec ces gens-là. Ouais, et d'être vraiment dans cet environnement qui est stimulant et où tu découvres encore en fait à leur contact énormément de choses et toi ça t'éveille ou en tout cas ça te rend encore plus vivant et c'est ça ton kiff. Bah, ça t'enrichit, intellectuellement, ça t'enrichit, culturellement, ça t'enrichit humainement. À un moment, que demander de plus, tu vois? Oh, ça peut me rendre millionnaire en plus, ça pourrait m'enrichir de d'argent, encore plus, ça serait génial. Mais déjà l'enrichissement humain, artistique et culturel, ça n'a pas de prix, tu vois? Ouais. Bah, en tout cas, ça participe parce que justement, bah, ça reste un plaisir tous les jours de venir au studio et d'être en contact et que ce soit pas un fardeau d'être 60, mais au contraire, bah, un plus pour Ah toi, non, mais aussi les autres. c'est un kiff total, il y a une émulation, il y a et puis comme je te disais, il y a des artistes, mais il y a aussi des techniciens, Mm, mm. il y a du dev, des IT, mais tu as aussi, il y a un bureau là-bas, tac tac, qui est le bureau administratif où tu as un DAF, une contrôleuse de gestion, une juriste, business affaires et hem et tous ces gens-là, enfin, ça te fait un melting pot extraordinaire quand tu vois, Sahar, qui est notre contrôleuse de gestion, qui va parler à Steve, qui est notre, leader aidé, qui va parler à Simon, qui fait du rig, qui va parler à Claire, qui est CG Sup. Ces gens-là qui ne viennent pas des mêmes univers tous et qui, font des choses tellement différentes, mais qui le font tous ensemble pour qu'à la fin, on puisse livrer un film, une série, ce que tu veux, bah, c'est hyper agréable à voir, quoi. Ouais. Je suis en kiff toute la journée. C'est aussi là où, passer le stade où on est tout seul, justement, on se met en équipe et encore plus quand l'équipe elle est grosse, tu as le facteur multiplicateur et puis seulement addition. Tous ces gens qui sont très différents mais qui savent aussi bosser ensemble, c'est derrière une puissance qui se multiplie et que tu es capable de déployer sur des projets qui rend du coup la portée, mais les projets aussi que tu peux faire beaucoup plus importants et impactants, d'où ces séries que vous arrivez à faire. Et ça, quelque part, le secret, il réside aussi dans l'équipe que vous avez montée Ah et, bah, et à quel ce point ce les gens sont soudés. ce n'est que l'équipe, hein. Je veux dire, il y a pas de mystère. Enfin, c'est eux qui portent tout. Vraiment, ils portent tout. C'est pour ça aussi qu'on leur fait, une confiance, qu'on leur met beaucoup de clés entre les mains, si tu veux, on leur donne beaucoup de cartes avec lesquelles jouer. Parce que, je veux dire, moi, je ne sais pas faire, contrôle de gestion. Moi, je ne sais pas faire CG Sup. Je ne sais pas faire, donc pour reprendre les postes que je te parlais, je ne sais pas faire du rig et je ne sais pas faire du dev. Donc, à un moment, si je ne fais pas confiance à ces personnes-là, pour faire bien ce qu'ils savent faire, leur expertise métier, ben, je me tire une balle dans le pied. En revanche, mon rôle, ça peut être de les faire bien communiquer. Si je vois que, de trouver les bonnes méthodologies de communication, si je vois que ça passe pas, et souvent ça passe pas, hein. Je veux dire, les humains, ils s'engueulent, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus les bisounours, tu vois? Mais il faut trouver le truc, il faut mettre un peu de miel, et souvent je m'y prends sûrement mal. Parfois je m'y prends un peu bien et c'est des petites victoires et c'est mon quotidien, ouais. Et ça inclut quoi, du coup, ton quotidien et la casquette de gestion de production? 2 pardon? Qu'est-ce que ça inclut sous ta casquette de gestion de production, justement, ton quotidien et comme tâche?
au Alors moi, sein d'équipe éditoriale? je suis directeur des productions au studio, mais je suis un directeur des productions un peu, alors pas laxiste, parce que je suis quand même j'essaie de suivre tout ce qui se fait, mais qui fait vachement confiance. C'est-à-dire que moi, je n'ai connu que Supamax. Donc quand là, on vient de sortir un 70 minutes spécial, pour les lapins crétins. En 8 mois, on a sorti 70 minutes sur un pipe Blender qu'on n'avait jamais fait, qui est pas notre pipe, heu, en full remote parce que Covid. Donc si tu veux, waouh! Et là, Davy, Angélique, qui font de la prod depuis 15 ans et qui arrivent et qui prennent le dossier à bras-le-corps et ils sont bien plus, capés que moi, si tu veux. Je vais pas leur apprendre la prod, quoi. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils aient de quoi travailler, correctement et dénouer parfois certains nœuds qui porteraient à ma connaissance en disant: «Ça, je peux pas, est-ce que tu peux voir, ou au niveau de l'équipe, est-ce que tu arriverais à me débloquer un peu de par sur le budget, est-ce qu'on peut débloquer un peu d'argent pour faire ça? Parce que mais regarde, on le regardera, on le retrouvera ailleurs cet argent qu'on met maintenant, mais bon, il faut que tu me le valides». Des choses comme ça. Je suis pas du tout, dirigiste, si tu veux. Mon idée, c'est de me mettre à la disposition de l'ensemble des dires de prod ou des chargés de prod pour leur, faciliter le boulot. C'est pas de c'est pas de dire: «On fait comme ça», parce que ça serait complètement idiot, parce que moi je 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 suis pas le meilleur pour, il y a des gens qui sont bien plus capés que moi, avec qui je travaille et il faut que je leur fasse confiance, quoi. Mmh mh. Tu es le chef d'orchestre et tu sais que tu as en dessous des gens qui sont très compétents et ton job, c'est pas de faire justement le travail à leur place, mais de leur donner tous les outils et les moyens pour que, à aucun moment ils soient bloqués, ils puissent vraiment le faire. Ouais, c'est ça et puis je suis le chef d'orchestre où donc je sais pas jouer du violon, je sais pas jouer de la guitare, je sais pas jouer de la contrebasse, ni du tuba, mais je sais à peu près comment les faire jouer ensemble et je pense que dans l'orchestre, il y a des gens qui seront sûrement meilleurs chefs d'orchestre que moi, un jour, qui le sont peut-être déjà, mais qui excellent tellement à jouer du tuba que ça serait dommage de pas les laisser jouer du tuba mais en disant aux autres: «Taisez-vous, écoutez-les jouer du tuba» parce que là, ils te jouent un morceau de tuba de ouf, quoi et voilà, c'est un peu mon job. C'est une jolie définition, je trouve. En tout cas, ça démystifie un peu, je trouve, cette Ouais, partie je qui suis est content absolument que connue. tu l'aies aimé parce que j'ai trouvé que ma métaphore était pas géniale, mais je suis content que tu l'aies aimé. Si, si, elle est très bien. Je la trouve pas mal. On a un petit peu switché l'histoire, ou en tout cas, on l'a mis en pause. Comment vous êtes passé de 5 au tout début à 60 aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Et est-ce qu'il y a eu des étapes un peu, marquantes, et justement qui vous ont fait, à la fois peut-être vous poser des questions qui vous ont vachement structuré, mais aussi des projets qui vous ont fait peut-être gagner en notoriété et donc derrière vous avez dû vous adapter et donc recruter et donc grossir? Ouais, 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 carrément. Hem, Déjà, le studio, il a failli vraiment, mettre la clé sous la porte 2 fois, entre, sa création en 2007 et 2011-2012 à peu près, où il y avait plus rien qui rentrait et on a eu 2 coups de bol, on va dire, de clients qui nous ont fait confiance. Le premier, ça a été Ubisoft pour une cinématique de jeux vidéo. On était il y avait en gros, il nous restait 2 semaines, hein, de trésor, on pouvait rien faire et là, paf, une cinématique de jeux vidéo, à l'époque, c'était les lapins crétins, remontent dans le temps ou je sais plus quoi et tout à coup, bah, c'est un gros budget et quelqu'un qui nous fait confiance chez Ubisoft, 2-3 personnes et on a fait le truc et on a pu redécoller et 1 an plus tard peut-être ou 2 ans plus tard, pareil, gros creux de vague et là, coup de bol, on gagne avec une agence, alors on est prestataire pour l'agence, le budget Quick dont je te parlais tout à l'heure Ouais. et c'est une pub tous les mois on sait que pendant 3 ans, on va avoir une pub tous les mois, donc on peut construire et à ce moment-là et même un peu avant, on a, eu l'intuition qu'on pourrait devenir qu'il fallait CDIser les gens, que c'était hyper important, que le CDI, c'est une manière de t'assurer c'est beaucoup de charges, hein, c'est flippant d'avoir des CDI parce que ça c'est pas comme les intermittents où tu peux faire la géométrie variable et cetera. Donc c'est des charges, mais tu sais que quand le projet il tombe, tu as les gens qui sont dispo et que tu pars pas un temps de ouf en recrutement, en onboarding, et tout ça, ça prend un temps et ça coûte des sous de ouf ça. Et
Et donc on a commencé à CDIser et on a commencé par CDIser Damien Courreau qui était lead R&D il était en R&D chez MacGuff. Il est venu chez nous en lead R&D, en devenir notre lead R&D. Il a créé un pipe. Nous, on savait même pas ce que c'était un pipe. Nous, on faisait avec des clés USB, des disques durs, tu vois, on se passait des trucs. Et il a vraiment structuré le studio et pour ça, je serai toujours très reconnaissant. Et petit à petit, voilà, on a commencé à CDIser les gens, à se dire, voilà, ben, un tel, il y a Maxime Caron qui est arrivé après, qui a pris le rôle de CG Sup, il y a des gens qui nous suivaient depuis le début, l'homme, voilà, qui petit à petit on consolidait l'équipe. Et on a pu le faire parce qu'on avait, c'est tout con, hein, mais on a pu le faire parce qu'on faisait des films pour des fast-food. Hein. Il n'y a pas, y a pas à chercher beaucoup plus loin. Et, voilà. Et petit à petit, voilà. Et puis l'étape suivante, vraiment il y a 2 étapes encore. Bah, c'était quand on a commencé à faire de la prod déléguée. Mmh. Ça, c'est encore autre chose. Et puis la dernière étape, ça a été le Covid. Figure-toi, elle n'est pas si vieille la dernière étape. C'était il y a 1 an et demi, où tout à coup, du jour au lendemain, on a dû fermer comme tout le monde. Mais nous, on a eu une chance quelque part. Enfin, alors c'est dramatique, hein, le Covid et tout, mais nous, quelque part, on a eu une chance. C'est qu'on avait un outil qui s'appelle Rimo, qui est développé par une société qui s'appelle Ubitech et qui nous permet, de manière très flex et vraiment instantanée, de prendre commande à distance des ordi du studio. C'est-à-dire quelqu'un qui est chez lui, vraiment, il peut, mais vraiment, alors c'est une techno qui existe, mais là, elle est poussée à une qualité de ouf. Et on l'avait déjà mise en place parce qu'il y avait eu les grèves et les mouvements des Gilets jaunes quelques temps avant. Et on s'était retrouvé coincés parce que nous, on est en banlieue et les gens ne pouvaient pas forcément venir à vélo, machin, etc. Enfin, tu vois, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait et tout. Et là, on s'était tourné vers Uitech pour nous mettre en place ça. Et donc, quand le Covid était arrivé, en fait, en 2 jours, techniquement déjà, technologiquement, c'est comme si c'était quasiment transparent. Après, il y a eu un boulot de ouf sur l'organisation humaine, tout ça, parce que l'organisation du travail, de la communication, c'était complètement autre chose. Mais déjà, on savait qu'on pouvait tomber les films, et beaucoup de nos concurrents ne pouvaient pas. Et je pense qu'on était sur une liste B de beaucoup de clients, et qu'on est remonté sur la liste A, juste parce qu'on était capable de délivrer, en fait. Et du coup, on a fait notre premier film pour Psyop, qui est une sorte d'agence créative aux États-Unis, qui était une référence depuis le début de depuis que j'ai envie de te dire, depuis qu'on était tout petit, mais depuis qu'on était tout jeune dans le métier, on voulait bosser pour Psyop. Paf, 1 mois après le confinement, premier film pour Psyop. Limite, faites-le au prix que vous voudrez, on n'a personne pour le faire, quoi. Waouh. Donc, génial. Et c'est tombé comme ça. C'est arrivé, c'est arrivé. Supercell qui nous appelle, Sega, des gens comme ça. Ouais. On bossait pas avec eux, on bossait pas trop, tu vois. Sega, c'est un peu autre chose, mais on bossait pas trop. Et, mais juste, ils avaient plus personne pour faire leur film, en fait. Personne aussi réactif et aussi robuste que nous, en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'on les a délivrés les films et on les a délivrés dans une qualité à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et du coup, bah, on rebosse avec eux non-stop depuis. Et ça fait, ouais, voilà, ça fait depuis le Covid, en fait. Le Covid, pour nous, a été un accélérateur. Et je pense qu'avant le Covid, on devait être 30 et qu'aujourd'hui, on est plutôt 60, 80. Parce que voilà, il y a des gens qui nous ont, par la force des choses, ils ont dû nous faire confiance et on n'a pas déçu leur confiance. Mais parce que justement, vous étiez aussi un peu, vous étiez totalement prêt en fait quand c'est arrivé. Techniquement, vous aviez déjà passé ce cap et donc, bah, en termes de production, vous n'avez pas réduit votre capacité à délivrer, mais au contraire, vous étiez on ne peut plus performant ou aussi performant que si vous étiez au studio et ce qui a fait qu'entre autres, vous avez pu répondre présent à toutes ces opportunités ou quand on vous a sollicité, bah, à chaque fois, tu as pu répondre oui sans trop poser de questions ou sans souci par rapport aux équipes. Il a peut-être fallu recruter, tellement Ouais, c'est ça. il y avait d'autres Moi, projets. j'avais les chocottes au début, hein, quand Emmanuel Macron dit bon, ben, on va mettre en place le chômage partiel, je dis ouais, ouais, carrément, on met en place le chômage partiel, évidemment. Donc avec Youssef, notre DAF, on commence à faire tous les dossiers pour mettre en place le chômage partiel et tout et tout. Et puis au bout d'une semaine, on se tourne vers Maxime, qui en plus d'être notre superviseur studio est aussi le CSE, notre CSE, donc le représentant du personnel. Et on lui dit voilà, il faudrait que tu signes
la mise en chômage partiel et il nous rappelle le lendemain, il dit: «Non, je signe pas ça moi». Il dit: «Bah, attends, mais t'es un ouf ou quoi? C'est une bouffée d'oxygène, on sait pas de quoi demain sera fait». Il dit: «Non, mais vous vous rendez pas compte en fait, tout le monde bosse là. En fait, on peut pas, dire qu'on est en chômage partiel alors que tout le monde bosse et on s'en rendait même pas compte si tu veux». Et même Maxime nous dit, et franchement, je lui en serais toujours reconnaissant parce qu'on aurait mis en place ce chômage partiel, ça aurait été, faire preuve d'incivisme total et puis ça aurait été mentir mais on s'en rendait pas compte et on se rend compte même que les gens bossent plus quasiment de chez eux parce qu'il y a pas le temps de transport. Ils sont jeunes, ils sont passionnés. Le soir, on est confinés. Bon, ben, qu'est-ce que tu fais? Soit tu binge watch, soit tu bosses parce que c'est ta passion et voilà, on s'est rendu compte de ça. Et après, il y a des excès. C'est-à-dire, il faut arriver à contrôler. Il faut pas que les gens non plus, enfin, bossent tout le temps. Il faut arriver à leur permettre de switch off, mais comment tu fais quand ils sont chez eux? Et c'est plein de problématiques dans lesquelles on est rentré ensuite. C'est comment accompagner le télétravail. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le CNC, donc le Centre national de la cinématographie, sans qui le cinéma français n'existe pas et le cinéma d'animation non plus, quasiment, enfin, par qui tout passe, quoi, euh, a lancé un appel à projet qui était fort opportun sur la virtualisation des studios d'animation. C'est-à-dire comment faire si cette pandémie, elle dure 5 ans. En gros, on ne peut pas laisser la filière mourir. Ça portait aussi sur les tournages, hein, mais c'est d'autres problématiques et bien plus importantes parce que nous, on a la chance enfin, d'être travailler avec des machines et pas juste avec de l'humain, quoi. Et ils ont lancé cet appel à projet sur virtualisation d'un studio d'animation. On est monté dessus et on a été subventionné et on a pu commencer à mettre en place vraiment. Alors l'hybridation, c'est devenu hybridation plus que virtualisation parce qu'il y a présentiel, distanciel. Un coup on est confiné, un coup on n'est plus confiné. Il y en a qui veulent revenir parce qu'il y en a qui sont quichés dans leurs 12 mètres carrés, etc. Mais on a réussi à mettre en place non pas l'aspect technologique grâce à ce dossier un petit peu, mais surtout l'aspect, comme je disais, communication, relations humaines, échanges. Comment tu arrives à entretenir un esprit d'entreprise qui est plutôt familial, on va dire, et bienveillant, en étant, ben, aux 4 coins de la France, en se voyant que, comme toi et moi en ce moment, par écran interposé. Hem Et surtout quand tu es en pleine phase de croissance, c'est-à-dire que tu vas te retrouver dans un moment où tu vas devoir recruter des gens en ne les ayant jamais rencontrés physiquement. Donc voilà, c'est comme si je te disais: «Bah, tiens, au fait, demain, tu veux venir pendant un mois travailler au studio?» On ne s'est pas rencontrés, enfin, tu vois, il y a pas eu d'échange, tu fais enfin, c'est quoi ta vie? Tu es marié, tu es pas marié, tu as des gosses? On n'a pas ça, tu sais, le truc de la machine à café, «Ah, bah, tu as une sale tronche ce matin, qu'est-ce qui t'arrive?» «Ah ouais, putain, les gosses, ils m'ont pas lâché de la nuit, ou ben, je sais pas, ma voiture, elle est cassée, il m'emmerde le garagiste». Tout ça, on l'a pas, tu vois? Comment remettre ça en place, tout l'informel? Mmh mh. Et le dossier CNC nous a permis d'aller vers là. Et justement, j'arrêtais pas de noter, à savoir, quel outil de communication vous avez mis en place? Comment tu les accompagnes ces gens, qui sont en télétravail et qui, bah, font des heures et beaucoup trop d'heures et qui ont beaucoup de mal à switcher parce qu'en fait, ils sont un peu enfermés chez eux, ils ont pas trop le choix. Surtout sur la durée quand ça ne s'arrête pas et au bout d'1 an ou 1 an et demi, tu as dans certaines boîtes des gens qui ont pété des câbles parce qu'ils en pouvaient plus. Ouais, clairement. Hem Concrètement, ça vous a aidé à mettre, par exemple, quel outil ou quel système, en place pour que, justement, ils se sentent accompagnés et que vous perdiez pas cet aspect, humain ou familial comme tu dis? Et ben, c'est plus, les outils, les outils, on peut en parler après, mais le gros du sujet, c'est le système organisationnel. C'est le gros truc sur lequel on bosse depuis 1 an et demi, c'est, une sorte de réorganisation de l'entreprise. Je dirais une sorte de réorganisation parce que l'entreprise était c'est pas une réorganisation au sens où on n'était pas très organisé. On était vraiment, voilà, tu vois, je te dis, les choses venaient comme elles venaient, on est une organisation naturellement assez horizontale, mais parce que les patrons ne veulent pas patronner, les chefs ne veulent pas chefer, comme le faisait remarquer, quelqu'un avec qui je travaille hier encore et on n'a pas ce côté, on n'arrive pas à chefer. Donc on l'a jamais fait, on va pas commencer maintenant et si on profitait, de cette hybridation pour l'assumer, tu vois? Et pour se dire que, hem, on donne la possibilité à chacun
de l'autogestion, si tu veux, de gérer son temps, de savoir comment y faire, sans lui coller au cul pour qu'il fasse ses heures et en le laissant juste enfin, en le laissant, gérer son emploi du temps, pour peu qu'il s'accorde avec celui des gens avec qui il bosse, hein, parce qu'on est quand même une chaîne de fabrication. Et donc on a commencé à mettre en place, accompagné par, une société qui s'appelle Workflowers, qui accompagne les entreprises, hem, sur plein de sujets, notamment l'éco-responsabilité, mais aussi l'organisation, toute l'organisation, a affirmé l'idée d'entreprise libérée, l'idée d'entreprise où l'intelligence collective et la participation collaborative est à la base de tout et que tous nos cerveaux réunis valent mieux que le cerveau de trois patrons qui imposent des choses, surtout trois patrons avec comment dire, des lacunes, comme nous sommes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on n'est plus que trois, parce que sur les cinq du début, deux sont partis. Et voilà, donc on a toute cette mise en place depuis 1 an et demi, accompagnée par Workflowers, de qu'est-ce que c'est une entreprise libérée, comment le faire bien, on rencontre des écueils, comment les surmonter. C'est quelque chose d'assez fatigant parce qu'il y a un truc qui est, ben, cheffer, c'est assez simple et pas très fatigant. Dire: «Tu fais ça». Bon, si on se plante, bah, ça sera ma faute, si on réussit, ça sera ma réussite. Et par contre, demander l'avis de tout le monde, organiser des groupes de parole, des groupes de pensée, des groupes fonctionnels, on appelle ça. Organiser des groupes projets quand il s'agit de projets, groupes fonctionnels quand il s'agit de fonctions. C'est quelque chose d'assez fatigant, mais qui met un peu de temps à mettre en place, mais qui, d'après nous, est le meilleur moyen pour répondre à ta question, d'impliquer les gens tout en leur laissant de la liberté de choix, tout en leur laissant la possibilité de se dire, je coupe mon ordi à telle heure parce que je sais qu'il y a le groupe. Je sais que, enfin, je suis pas seul dans mon coin. Je fais partie d'un groupe, le groupe entreprise et le groupe société, le groupe Supermonks, quoi. Et ce groupe, il est bienveillant et ce groupe, il va pas me demander de faire, des heures de ouf. Ah ouais, ouais, alors oui, je suis pas en train de dire qu'il y a pas des charrettes, hein. Là, on sort de, comme je te disais, d'un spécial lapin crétin où les gens faisaient charrette sur charrette sur charrette pour beaucoup et heu et c'est pas bien. Mais bon, voilà, c'est arrivé comme ça et j'espère que ça ne se renouvellera pas. Mais voilà, donc en tout cas, on est en train de mettre ça en place, cette idée d'entreprise libérée. Et moi, ça m'est venu, je crois qu'on en parlait au téléphone l'autre jour, quand j'ai écouté une conférence de un monsieur qui s'appelle Frédéric Laloux, qui a beaucoup intellectualisé la chose, qu'il a pas mise en œuvre parce que c'est pas un entrepreneur, mais en tout cas, il l'a réfléchi. Et hem et j'écoutais ce type et je me disais: «Ouais, c'est bien ce qu'il dit, mais je suis un peu sceptique quand même, ouais, OK, laisser les clés, laisser ouvert les choses, OK, OK». Mais je suis un peu sceptique et il dit à un moment dans une conférence, il dit: «Réfléchissez bien à toutes les décisions que prennent les gens tous les jours pour leur vie personnelle. Ils choisissent comment s'habiller, ils choisissent s'ils vont se doucher plutôt le soir ou le matin, ils vont choisir s'ils vont avoir des gosses, pas avoir de gosses, ils vont choisir la couleur de la voiture, s'ils vont acheter une voiture ou prendre les transports en commun. Ils choisissent ce qu'ils vont manger, ils se font à manger. Pas que choisir, c'est qu'ils mettent en œuvre aussi. Et ils sont capables de faire ça chez eux et ils ne seraient pas capables de le faire en entreprise. Pourquoi? Et je me suis dit: «Bah ouais, pourquoi après tout? Tous ces gens qui prennent des décisions de ouf tous les jours et pour leur bien, ils doivent être capables de prendre des décisions de ouf tous les jours et pour le bien de l'entreprise». Et tout a basculé, là-dedans tout a basculé pour moi, quand j'ai eu ce petit exemple, tu vois? Cette petite idée-là, quoi. Ouais, ça t'a fait sortir un peu de tes schémas, de pensée, récurrentes et ça a été vraiment un déclic où ça a commencé à être potentiellement possible et tu y as un peu plus réfléchi à ce moment-là parce que tu t'es dit en réalité, à infantiliser et à donner des ordres, des directives, on met pas l'humain au cœur de l'entreprise, on leur laisse pas la liberté de penser, mais aussi la liberté de s'exprimer, d'être vraiment eux et donc d'exprimer tout leur potentiel et donc de rentrer aussi dans cette intelligence collective où de nouveau, tous ces humains ensemble font beaucoup plus qu'une personne qui réfléchit pour tout le monde et dont les ordres partent du haut et descendent. Tu as dit plusieurs fois entreprise libérée, entreprise libérée, entreprise libérée. C'est un peu un gros mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Un très gros mot. C'est quoi ta définition de l'entreprise libérée? C'est c'est l'entreprise qui se laisse une chance de pas fonctionner de manière pyramidale, pour moi. Enfin, il y a plein d'entreprises libérées, si tu veux, mais plein de genres d'entreprises libérées. Mais c'est une à mon sens et je réfléchis sur ces sujets avec plein de gens intelligents ici depuis des mois et je pense qu'on a et des années maintenant et je pense qu'on n'a pas tous la même définition encore et d'où le fait qu'on se prenne souvent la tête.
mais pour le bien et pour avancer. Pour moi, c'est une entreprise qui se laisse la possibilité de ne pas fonctionner de manière pyramidale, mais de fonctionner grâce à l'intelligence collective et en se disant qu'à plusieurs, on est beaucoup plus intelligent que tout seul et qui se laisse la possibilité de sortir des dogmatismes de ce que c'est une entreprise, mais de ce que c'est aussi notre société. C'est-à-dire que depuis le plus jeune âge, à l'école, il y a le maître, la maîtresse et puis il y a l'apprenant, il y a l'enfant et le maître, la maîtresse a la vérité. Enfin, moi, je le vois avec mes filles, hein, la maîtresse, elle a dit ça. Je dis: «Mais c'est un peu con, non?» Elle dit: «Ben non, la maîtresse, elle l'a dit» et tu vois, c'est Dieu, quoi et heu et voilà et tu reproduis ça tout le temps, tout le temps, tout le temps pendant tes études, même dans le cocon familial, hein. C'est-à-dire les parents disent et les enfants font, acceptent. Et puis quand tu arrives en entreprise, c'est pareil, le patron dit et puis, ton N+1 dit autre chose, enfin dit et puis ton N il y a un N plus il dit un N+2 et cetera. Et l'idée, c'est d'arriver à sortir de ça et à se dire que de l'expert métier qui a 15 ans de métier, 20 ans de métier, jusqu'au stagiaire, la vie de tous est intéressant. La vie de tous doit être écoutée. Que le stagiaire doit se dire: «Bah, ouais, lui, c'est vrai que ça fait 20 ans qu'il fait ce métier, donc il a sûrement plein de choses à m'apporter plus que moi, mais j'ai quand même une petite idée là, j'ai quand même essayé de lui glisser». Et que l'expert métier, il doit se dire: «Eh ouais, ça fait et stagiaire, ça fait 20 ans que je fais ce métier, quand même, écoute-moi. Bon, mais je vais quand même t'écouter aussi parce que tu as peut-être un truc, quoi. Tu as peut-être je sais pas, moi, ça fait peut-être 20 ans que je fais mal les choses et toi, tu as peut-être découvert un tuto, sur, YouTube, il y a 2 semaines qui permet de faire en 10 minutes ce que je fais en 15 et les 5 minutes de delta, ils sont énormes. Moi, l'entreprise libérale, c'est ça, c'est essayer d'écouter tout le monde, heu et de se dire qu'il y a pas une parole qui vaut plus que d'autres et d'aller vers, cette intelligence collective, qu'on appelle de nos vœux et qui est pas si facile que ça à mettre en branle, mais heu mais qui apporte vraiment de belles choses, au quotidien et nous, on est vraiment au début, ça fait qu'1 an qu'on bosse là-dessus et ça va prendre des années parce que tu passes pas d'un tu reformates, enfin, tu changes pas la manière dont on t'a formaté depuis que tu es gamin, tu changes pas le logiciel comme ça et moi, le premier, moi, je galère sur certains trucs, je vais te dire, je et puis le lâcher prise de quand tu as été patron, ou sur des coups de tête, tu dis: «Vas-y, on fait ça» et puis il y a personne qui va te le reprocher et là encore, moi, il m'arrive sur des coups de tête de dire: «Vas-y, on fait ça» et puis derrière, on va me le reprocher et c'est chelou, tu vois? On me reproche, tu vois, il faut moi aussi que je sorte de mes des choses qui me paraissent normales, tu vois? Et donc c'est un taf au quotidien et c'est hyper stimulant et c'est hyper cool et c'est plein de grandes joies et c'est plein de prises de tête, mais c'est plein de succès aussi et heu et ça suit, je pense, quand même ça suit quand même l'évolution de la société. On veut plus trop être comme, on veut plus trop être des moutons, pour la plupart d'entre nous, on va dire et je pense que ça accompagne bien ça et je retrouve, ces réflexions. On participe à un groupe qui s'appelle, Open Mind, qui regroupe, pas mal de studios autour de il y a Open Prod, Open Dev, Open machin et moi je suis dans le groupe Open Prod, de par ma formation initiale, enfin pas même pas ma formation, mais de par mon statut initial, on va dire et dans ce état, ben, il y a Blue Pills, il y a Valdo avec ManyRefix que tu as rencontré, il y a Ubisoft, il y a Brunch, il y a Carlab, il y a, Cube et on réfléchit tous à ça ensemble, à quoi devrait ressembler l'entreprise dans nos métiers Mmh mh. où l'échange est à la base de tout, puisque c'est le fait d'échanger souvent qui fait naître des visions artistiques. Hem et voilà, et ça a été mis en place par, Pierrot Jacquet, chez Ubisoft, bien soutenu par sa direction, par, Hélène Juguet qui est une dame que je connais pas, mais qui m'a l'air très, très ouverte d'esprit et voilà et Pierrot, il a mis ça en place et petit à petit, il y a des studios qui s'agrègent et on se rend compte qu'on n'est pas seul, en fait, à avoir envie d'être des game changers, à avoir envie que les choses bougent, à se dire que, même entre studios, on peut échanger des choses. Tu vois, je veux dire, il y a Supermonks, Brunch, Cube, on est clairement concurrents à la base, hein. Enfin, on est clairement à peu près sur le même cœur de cible et pourtant on se raconte tout de ce qui se passe chez nous et avec les gens qui sont là, on se dit tout.
parce qu'il y a une envie d'ouvrir de changer le game et je pense que c'est vers là qu'on doit aller. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Et une envie d'évoluer ensemble, c'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes embarqués, sur cette voie de, donner un peu plus de place à l'humain et de repenser l'entreprise, et de casser un peu les codes et les modèles qu'on apprend depuis, le plus jeune âge. Vous vous embarquez sur, un chemin où aujourd'hui, c'est pas très connu, ces modèles, ils sont encore à construire et à adapter pour un secteur, donc vous avez décidé de plutôt que vous, tirer entre les, comment on dit? Tirer entre les pattes? Dans les pattes. Tirer dans les pattes, de fonctionner vraiment ensemble et de vous donner en fait ces astuces ou ces réflexions que vous allez pouvoir tester et mettre en place chacun de vos côtés pour évoluer et avancer plus fort mais aussi plus vite sur cette réflexion et cette voie. Euh, c'est plutôt beau et assez idéaliste, je trouve, comme modèle, mais Bah, c'est idéaliste, mais pas utopiste. non, C'est-à-dire, on est c'est d'accord, c'est porté par clair. des idéaux, mais Ouais. pas par une utopie, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes, pas forcément dans notre domaine, mais dans plein de domaines, qui ont déjà mis en place l'entreprise libérée et pour qui ça marche de dingue. Et même des boîtes qui ont été sauvées au moment où elles ont mis ça en place. Je pense à Harley Davidson, tu vois, qui est un exemple souvent donné. Harley Davidson était en train de se casser la gueule. Ils ont dit, bon, allez, on va laisser les employés décider de comment ils veulent porter l'entreprise. Et je crois que les employés ont dit, bah, on aimerait bien le vendredi ne pas bosser, mais aller plutôt, parce qu'ils sont tous en Harley, les gens qui bossent chez Harley, aller conduire nos Harley sur la route. On a envie de, ça ferait du bien à tout le monde et tout. Et du coup, les mecs sont allés conduire leur Harley sur la route. Et ben, meilleur pub au monde, ils sont nés les gangs pas des gangs forcément, mais les groupes de bikers. Et tu vas arriver sur les routes américaines, ces mecs avec leur Harley. Tout le monde a eu envie d'avoir une Harley parce qu'ils avaient l'air trop cool, ces mecs. Mais les mecs, c'était des mecs qui bossaient aux usines Harley à la base, si tu veux. Les premiers bikers, les premiers groupes de bikers. Et du jour, enfin, tu vois, rien que le fait de leur laisser leur 5e jour pour aller kiffer leurs produits qu'ils construisent eux-mêmes et pour parler et quelque part représenter leurs produits, ben, ça a sauvé Harley Davidson. Et voilà, il y a plein d'exemples. Mais t'en as des milliers d'exemples comme ça d'entreprises. Et c'est là que j'invite vraiment à voir ce que racontent des mecs comme Gates, Zobrist, Lalou, tous ces gens qui ont soit mis en œuvre l'entreprise libérée, soit pensé l'entreprise libérée, et qui sont les meilleurs évangélistes sur ces sujets-là. C'est bien, tu nous as donné plein d'exemples justement de boîtes pour lesquelles ça fonctionne et pas que des petites boîtes. Il y a aussi plein de grosses boîtes comme Harley Davidson et elles sont très nombreuses pour qui ça a fonctionné et même, comme tu le disais, ça a pu les sauver. Vous, aujourd'hui, votre défi, c'est d'adapter en fait un peu ces modèles ou en tout cas de vous en inspirer et de l'adapter au secteur en fait de l'animation. C'est quoi les contraintes et je sais pas, un peu les limites auxquelles vous vous confrontez par rapport à ce secteur et pourquoi on peut pas juste copier-coller ce qui a marché chez Harley Davidson? Euh, Déjà, c'est un secteur où, de manière, vraiment là, je vais te faire mon prisme purement administratif. Mm -mm. Tu as des équipes où il y a des gens en CDI, des gens qui sont intermittents, des gens qui sont en freelance, et tu as plein de corps de métiers différents. Et avec des formations et des tournures d'esprit qui ne sont pas forcément les mêmes tous. Quand je te parle je sais pas moi, d'un juriste, il n'a pas la même tournure d'esprit que quelqu'un qui fait du concept art. Il n'a pas fait les mêmes études. Et pour entraîner tout le monde là-dedans, c'est pas fastoche, fastoche. Voilà. Et ensuite, vraiment sur l'idée de les CDI, tu peux les emmener petit à petit, etc. Un intermittent qui passe 2 semaines chez toi, comment tu vas l'éduquer à ça s'il a jamais. Enfin, tu vois, Mm c'est du -mm. boulot, quoi. C'est C'est clair. plutôt que. Lui, il a juste envie peut-être de poser son cul derrière son ordi, on lui dit tu fais ci, à 19h c'est fini ou à 18h30 et tu rentres chez toi. Et lui d'ailleurs on force personne à adhérer à un autre truc si tu veux. En revanche, si dans 2 semaines tu arrives à le convaincre que parce que tu l'as invité à assister à une réunion où il se dit mais pourquoi on m'invite à assister à cette réunion qui est de décider la couleur du papier chiotte, tu vois. Je te donne un exemple qui n'existe pas, mais et ben peut-être qu'après il va évangéliser le truc. Quand il va être dans une autre boîte, il va dire bah attends, mais moi la couleur du papier chiotte ici, je suis pas bon, on m'a demandé de choisir la couleur du papier chiotte. Pourquoi ici le papier chiotte il est blanc? Pourquoi on fait pas du papier chiotte avec Bambi dessus? Je- et il y a aussi donc il y a cette difficulté de gens qui passent, qui viennent, qui sortent, etc. Et comment tu les introduis dans le truc. Là où une célèbre entreprise libérée est ailleurs, qui s'appelle Haier, H-A-I-E-R, qui est chinoise. Ils sont des milliers. Ils sont en Chine. C'est pas le pays où tu te dis
Enfin, tout naturellement, tu te dis que c'est les plus enfin bon, enfin bref, c'est peut-être une vision biaisée que j'ai des entreprises chinoises. Mais et ça marche pourtant, tu vois? Et donc ils ont réussi à construire ça, mais sur le concept de CDI. Nous, la difficulté, je pense que c'est ces gens qui passent et qui s'en vont, mais c'est aussi la chance. C'est-à-dire que s'ils ont adhéré à ce qu'on leur a montré pendant 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, 4 mois, ils peuvent aller en parler ailleurs, tu vois? Et heu et là, on devient des game changers parce qu'on n'est plus juste dans notre petite boîte à faire nos trucs. Mmh mh. On porte, on véhicule quelque chose aussi de plus fort et c'est pour ça aussi que j'aime bien l'idée de j'emploie plus souvent le mot société qu'entreprise. Parce qu'entreprise, c'est très beau, c'est entreprendre, c'est cool, c'est faire des choses, c'est oser, c'est y aller. Mais société, c'est social, c'est faire société. Et ça s'arrête pas au mur de la société. C'est tout autour. Si tu peux un peu rayonner, tu vois, sur ton quartier, sur ton, tu vois, si tu peux faire des initiatives. Nous, on va mettre en place des initiatives là très prochainement où l'ensemble des personnes qui travaillent chez nous pourra choisir une action caritative et le jour où ils la mettront, le jour, déjà le jour où ils vont se mettre, le temps qu'ils vont passer à choisir l'action, déjà, ils seront payés à le faire par la boîte et quelque part par nos clients qui nous payent à faire des films, bah, ils ne sont pas payés à faire ça, l'argent n'ira pas là. Le jour où ils vont le mettre en œuvre, la boîte les paiera aussi pour aller la mettre en œuvre, que ce soit aller nettoyer une plage, aller voir des personnes âgées en maison de retraite, je ne sais pas ce qui va en sortir, hein, c'est un stade d'ébauche. Mais quelque part, tu vois, là, on fait société. On est, parce que toi, chez toi, tu peux changer, tu peux aller voir, tu peux faire du bénévolat, mais tu es toute seule. Mmh mh. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a 80 personnes, bah, c'est tout de suite, ça prend des proportions beaucoup plus importantes et on est une toute petite boîte. Mais ça existe dans des grandes boîtes, hein. Il y a des grosses boîtes françaises qui font ça. Alors, il y a la notion de team building derrière, c'est jamais complètement philanthropique, absolument, dénué de et on va pas se mentir, nous, si ça renforce les équipes, c'est tant mieux. Mais voilà, faire société et se dire qu'on peut rayonner au-delà d'être ju on n'est pas juste un studio d'animation qui fait des petits Mickey. On peut aussi être des gens qui pensent la société de demain et c'est aussi pour ça que dans notre, studio, tout ce qui est, écologique, engagement écologique, commence à prendre, à devenir vraiment très important. C'est-à-dire vraiment, on commence vraiment à réfléchir, chaque achat, est-ce que, parce qu'on est une entreprise, on est comment dire, on est un secteur d'activité absolument dégueulasse. C'est-à-dire les ordinateurs, c'est dégueulasse, le numérique, c'est dégueulasse, ce qu'on est en train de faire, toi et moi, de se parler en visio, c'est dégueulasse. Tu vois, on consomme de dingue. On est Mmh vraiment mh. des gros, gros consommateurs. Donc comment faire pour réduire notre empreinte carbone? Et nous, vraiment, c'est en train de devenir un vrai, vrai, vrai sujet, si tu veux. Tout le temps, ça nous prend la tête, si tu veux. Enfin, c'est au centre de nos préoccupations. Et pareil, bah, ça, c'est faire société, réfléchir à comment, heu, peut-être, même si j'ai vu hier que la forêt amazonienne, maintenant, balançait plus de carbone qu'elle n'en récupérait, ce qui est un gros problème. Comment, bah, notre petit niveau, essayer de changer un peu les choses et pas qu'au sein de la société, mais un peu plus large. Mmh mh. Je me suis laissé emporter là, je Ouais, crois, j'ai l'impression d'avoir parlé, j'ai la bouche sèche. J'adore ce sujet, c'est parce que ça me passionne. Bah oui, ça se sent, et justement, j'allais te demander qu'est-ce que ça apporte, à tous ces gens-là que tu embarques avec toi dans cette aventure, que ce soit ceux qui sont de passage ou qui sont en CDI, heu, ou les intermittents et tiens, on a en partie, répondu, à savoir que ça devient des nouveaux relais pour, peut-être aussi communiquer sur ces systèmes ou ces modèles qui sont alternatifs, mais qui existent et qui marchent, et qui peuvent justement être transposables et marcher dans d'autres boîtes. Et du coup, comme tu le disais, vous êtes plus juste un noyau ou un club fermé, mais vous pouvez vachement plus rayonner grâce à ces gens qui bah, vont vivre de l'intérieur, mais du coup, derrière, vont pouvoir aussi en parler. Tu as aussi développé tout ce que ça apportait humainement, en fait, de faire partie de cette aventure, à la fois en termes de citoyens, mais aussi de personnes, pour bah, se poser des questions sur notre monde d'après. Ça passe par le développement durable, mais aussi une société plus large, savoir vivre à Paris, mais aussi vivre avec d'autres générations. Et ça passe par les missions caritatives que vous comptez faire. Pour toi, ça apporte encore d'autres choses, justement, à tous ceux qui vont
bosser à Supamont ou dans un genre de système d'entreprise Je libérée? crois que ça donne ce qu'on cherche tous, ça donne du sens. Ça donne du sens parce que, comme j'en parlais tout à l'heure pour, Pompon Ours, faire un dessin animé qui apporte des bonnes valeurs aux enfants, ça donne du sens. Mais, réfléchir au quotidien, à faire les choses un peu plus proprement, un peu plus, avec une logique, éco-responsable, socio-responsable, ça te tu te sens mieux quand tu te couches le soir. Tu te dis: Je vis peut-être dans un monde un peu crasse-pouille, mais, moi, au moins, j'ai pensé aujourd'hui, j'ai fait quelque chose et je repense, Steve Vincent, notre, lead R&D, un jeune lead R&D plein de talent, qui m'a dit il y a 1 an et demi peut-être, il m'a dit: «Ouais, mais moi, en fait, on était en train de discuter salaire», tu vois? Tout bêtement, les normal, et on se met à dériver vers d'autres choses et il me dit, «Ouais, mais moi-même, je me demande si je vais pas arrêter ce métier. C'est plus en ligne avec, mes valeurs». Je dis: «Mais je comprends pas, en fait». Il me dit: «Ben, on est dans un secteur dégueulasse. On fait les ordis, c'est dégueulasse. Moi, je suis lead R&D, mais» donc lui, il travaille avec des ordis tous les jours et puis les ordis, c'est des bêtes de guerre, si tu veux. Puis il connecte les ordis, il fait que les ordis marchent ensemble, enfin, pas avec des câbles, mais avec des logiciels, et donc il est au cœur de la machine polluante quelque part, et donc il se pose la question, il se dit: «Mais moi, est-ce que c'est vraiment le sens de ma vie, quoi?» Et ben, si tu lui dis: «Écoute, oui, on est un peu, oui, comment dire? De base, on est une industrie polluante, mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est sortir petit à petit, tu vois? De petit à petit réfléchir à ne plus être lettre, à l'être moins, et en plus à ce qu'on va sortir et ce qu'on va faire, ce qu'on va sortir comme image, comme film, Pompon Ours, je te donne l'exemple, plus les actions qu'on va entreprendre, et ben, ça va peut-être compenser un petit peu ça, quoi. C'est pas juste produire, 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 produire. C'est, produire pour vivre, nourrir les familles, et cetera, mais le faire correctement et le faire avec un engagement, et socio-responsable et éco-responsable. Mmh mh. C'est donner du sens. Ouais. Et puis c'est ça, donner du sens dans une industrie où des fois c'est juste de produire pour produire et là au moins en remettant des enjeux qui vous dépassent un peu, ça peut un peu équilibrer la balance. Certes, tu auras toujours besoin des ordi pour le faire, mais tu peux équilibrer sur un autre niveau et c'est pas obligé de se jouer sur justement l'aspect technologique où on en aura toujours besoin pour faire des images de synthèse, quelque part. Ouais, ça. Euh, tu n'as pas trop encore développé comment vous organisez cette parole, ces discussions, parce que tu passes mine de rien d'un système où les gens sont assez passifs et reçoivent des infos à un système où tu leur demandes de penser, où ils doivent être actifs, voire proactifs. Comment ça s'organise? Alors déjà, c'est en cours, on est en cours d'acculturation à ça, hein. C'est-à-dire, aussi bien je te dis des choses, il y a des gens avec Ça qui fait je un peu bosse qui trop vont vite. écouter le truc et vont faire: «Ah bon?» Je suis au courant. Enfin, je pense que tout le monde commence à être au courant, mais ça s'est fait en plusieurs temps. D'abord, ça a été expliqué, notre démarche, un petit peu. On l'a pas encore assez fait, pas assez bien fait. Il faut vraiment qu'on continue à le faire, donc l'idée d'acculturation au concept. Mm, mm. Ensuite, ça passe par des groupes projets. Le groupe projet, ça peut être, je ne sais pas, mais par exemple, un des tout premiers groupes projets, ça a été comment bien faire une visioconférence. Ben, par exemple, en se débrouillant pour pas avoir, une canette de coca sur la table, en bouffant pas en parlant, en faisant pas autre chose, tout en parce que parfois tu es en conf, tu es à 18, tu fais autre chose, tu vois? Mm, mm. Moi le premier, et on me l'a reproché déjà en me disant: «Attends mec, tu as créé, tu as porté le groupe projet, visioconférence et j'ai dit: «Oui, tu as raison», et donc le premier truc, ça va être de faire des groupes projets sur plein de sujets différents. Quelqu'un qui a envie de lancer un projet, et il dit: «Ben, moi, j'aimerais bien qu'on parle de la visioconférence et qu'on se fasse une sorte de charte de la bonne pratique de la visioconférence». Je te donne un exemple comme ça, et l'important pour un groupe projet, c'est d'avoir un animateur qui va, c'est souvent celui qui lance le projet, mais qui va stimuler les gens, qui va organiser les réunions, qui entre les réunions va les appeler: «Alors tu as pensé au fait à ça, à cet aspect-là du truc?» Et un communicant qui lui est une sorte de secrétaire en fait, qui va tout noter Mm, mm. dans un outil que nous on utilise Notion, l'outil Notion, où on note tout ce qui se passe, tous nos gros projets sont dans Notion, et et du coup
et bien sûr une date de début, une date de fin. Parce que s'il n'y a pas de date de début, pas de date de fin, c'est pas un projet, c'est autre chose, tu vois. Par exemple, Supermonk, ce n'est pas un projet, parce que Supermonk, il y a une date de début, mais il n'y a pas de date de fin pour l'instant, tu vois. On ne peut pas dire c'est un projet Supermonk. Et la vie est un projet, mais c'est tellement bon. C'est loin, la date de fin. Et donc voilà, c'est ça, c'est passer par les gros projets. Et petit à petit, les gens se disent, ah, mais tiens, mais moi, j'aimerais bien parler de ça. J'aimerais bien, par exemple, on a un truc au studio qui s'appelle la Super Résidence. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais on accueille de manière, pour le coup, quasiment totalement philanthropique, si ce n'est que ça nous fait de la RH à gratos, on rencontre des gens, on va dire. Mais on leur donne on leur passe des postes, on leur met un chargé de prod, un directeur de prod, et puis ils font leur film, ils font un petit court métrage, etc. Et comment faire tout le principe de la super résidence, c'est on se réunit tous les semaines dans cette salle, de là où je te parle, on montre ce qui a été fait, et tout le monde peut venir et donner son avis. Après, le réalisateur, le groupe en fait ce qu'il veut, mais tout le monde peut donner son avis. Tant et si bien que même parfois, il y avait la femme de ménage qui était là à ce moment-là, et je lui ai dit, mais Elena, venez. Elena est venue et disant, ouais, mais ça, j'ai pas compris, pourquoi ci, pourquoi ça c'est super bien, j'adore ces couleurs, etc. Et comment maintenir ça quand on est en distanciel? Comment maintenir cette. Parce que c'est très physique, ces réunions, c'est très lever de doigts, machin, prise de parole. Et bien, il y a Morgane chez nous qui a porté le projet de bah, comment on fait de la super résidence en distanciel. Et d'ailleurs, Samy, que tu as déjà interrogé, est en train de faire une super résidence en distanciel qui s'appelle Goodbye Old Friend et qui va être sûrement super. Et voilà, bah, c'est elle qui a porté le truc, c'est elle qui a. Et les gens s'emparent de ça petit à petit. Et la deuxième étape, ça va être la mise en place de groupes fonctionnels, c'est-à-dire que chaque secteur, bah, je ne sais pas, moi, par exemple, l'admin, le dev, l'IT, les artistes, vont porter des sujets, ils vont faire remonter, ils vont élire, entre guillemets, choisir quelqu'un dans leur groupe pour venir représenter leur groupe lors de ces projets. Puis c'était un projet, j'entends ça rien, un projet mieux isoler le studio, bah, ça coûte des sous. Et en même temps, en même temps, on peut faire une isolation qui peut être jolie aussi, etc. Et maintenant, tu as le groupe dev qui va envoyer quelqu'un pour dire, ouais, nous, on a besoin que ce soit mieux isolé pour une raison ou pour une autre. Le groupe admin qui va envoyer quelqu'un en disant, ouais, mais peut-être que ça coûte un peu cher, c'est quoi comment on fait? Un autre groupe qui va dire, bah, il faut qu'on isole parce qu'il fait quand même Hawaï l'été, c'est possible, et il fait froid l'hiver, donc c'est pas possible non plus. Et tous ensemble, ils vont acter des décisions, en fait. C'est pas juste, c'est pour ça que je dis c'est pas utopiste, il y a des décisions qui sortent de là, il y a des actions. Et voilà, c'est comme ça que ça se met en place petit à petit. Mais ça va prendre du temps, hein, parce que on change pas le logiciel du jour au lendemain. Et justement, aujourd'hui, sur cette transition et ce travail que vous faites au quotidien, pour toi, c'est quoi encore les axes sur lesquels vous avez énormément à bosser, pour lesquels il y a encore peut-être des freins ou pour lesquels c'est encore très énergivore? Ou, non, franchement, je te dis, c'est épuisant. Et on se prend beaucoup la tête, hein. On s'engueule souvent. Enfin, les gens qui réfléchissent à ça un peu, on est 6-7 à vraiment à penser à ça depuis des mois et des mois et des mois et des mois, et certains plus que d'autres. Tant et si bien que hier, je discutais avec Safran, qui est dire de prod à la base chez nous, qui est un type extraordinaire et qui me disait mais tu te rends compte que depuis tel projet, je n'ai fait que de me consacrer à ça en fait. Et je m'en Waouh. étais même pas rendu compte, si tu veux. Mais lui, tout son quotidien, c'était de penser ça, penser ça, penser ça. Et quand il arrivait en réunion, de nous présenter des choses et qu'on avait des réactions un peu molles ou voire même insensées, on va dire, parce que toi, tu switches d'un truc à l'autre, et ben lui, c'était encore plus violent pour lui. Et c'est tout ça pour te dire que des freins, il y en a tout le temps, parce que c'est pas la facilité, parce que, mais que les victoires qu'on a, elles sont tellement merveilleuses, quoi. Mais c'est tellement un kiff de voir des gens des personnes. Quand je te parlais de Morgane qui tout à coup s'empare de la super résidence, mais c'est génial. Elle est chargée de prod chez nous, Morgane, et tout à coup elle dit, mais moi la super résidence, j'ai toujours trouvé ça génial comme initiative, et je veux que ça perdure. Il faut qu'on trouve des solutions. Et tout à coup, bah, tu te retrouves porté par quelqu'un et tu t'y attendais pas. Et ben c'est un kiff immense. Mmh. Même si à côté, tu prends beaucoup de claques, même si à côté, tu te dis: «Putain, mais j'avais compris ça, mais alors j'ai du mal à comprendre». Parce que l'idée, c'est de toujours reformuler, enfin, c'est des concepts beaucoup, si tu veux, et on comprend pas tous les concepts à la même vitesse et pas de la même manière. Moi, je suis un peu lent dans la compréhension des concepts, par exemple,
Et il y a des gens dans le groupe avec qui on est, qui eux vont très, très, très vite. Je te parlais de Maxime Caron, notre superviseur tout à l'heure dans le cadre du chômage partiel. Bah, c'est un type qui va ultra vite. Intellectuellement, il est dur à suivre, quoi. Et pour moi, il est souvent obligé de reformuler des trucs que ça doit le saouler, mais je sais que ça le saoule, tu vois? Mais, heu, mais l'intelligence collective, c'est aussi savoir qu'on va pas tous à la même vitesse, quoi. Et donc voilà, et donc on va chacun à notre vitesse et petit à petit les choses avancent et on est tous d'accord pour dire que ça se fait pas à pas et que ça va prendre un peu de temps quand même, mais qu'on est dans la bonne direction. En tout cas, qu'on est porté par la même valeur, les mêmes visions. Oui, un travail collectif, c'est jamais instantané et il faut que justement, tout le monde à sa vitesse, s'accapare et comprenne le projet et mette un peu de soi et donc bah, ça c'est un travail sur la durée et le plus dur, c'est de pas être impatient quand on voit justement ces travaux qui ont à l'échelle macro, on a l'impression qu'ils avancent pas alors que dès que tu prends du recul, en fait, vous avez fait énormément de progrès et d'avancées, depuis que vous l'avez mis en place. Mais, au quotidien, vous êtes tellement, à mon avis, le nez de la tête dans le guidon que, vous confrontez à tous ces obstacles, mais en réalité, vous voyez pas forcément les victoires, et ce que vous avez pu accomplir et le chemin que vous prenez. Est-ce que tu as d'autres belles victoires comme celle de la super résidence où par exemple il y avait cette initiative qui était prise Ouais, il y a des très belles victoires. Par exemple, il y a le groupe prod qui s'est constitué un peu. On a des chargés de prod, des directeurs de prod, des stagiaires, des alternants en prod, et cetera. Je sais pas, il y a peut-être 5 6 personnes, 7, et qui a défini tout ce qu'il faut, toute la liste des choses qu'il faudrait faire pour que ça marche très bien, non pas que sur le groupe prod, mais avec tous les autres groupes, en fait. Ils ont sorti une liste de 30 trucs, mais qui sont aussi bien, ben, que quand on recrute un intermittent, de manière assez vite, ça parte, à l'admin pour qu'il puisse faire les papiers, que l'onboarding puisse être fait par la bonne personne. Si on recrute un animateur, bah, qu'il y a un animateur dédié pour, faire le onboarding sur nos outils maison, et cetera. Ils sont en train de tout lister là, et moi je trouve que c'est un taf, super, même si, c'est aussi une sorte de constat d'échec quelque part d'un certain côté, car on ne devrait pas avoir à tout lister, ça devrait se faire naturellement. Mais bon, écoute, c'est une étape, quoi. Il faut pas être plus royaliste que le roi. Et ça, c'est pas encore une grande victoire parce que c'est en cours, tu vois? Mais en tout cas, c'est un beau mouvement, vers l'avant. Et puis non, mais la manière dont beaucoup de gens se disent: «Ben, je peux être écouté aussi, je peux être entendu». Hem D'être des gens qui osaient pas lever le doigt, tu vois? Et qui petit à petit vont oser commencent et vont commencer et vont de plus en plus lever le doigt parce qu'on ouvre la porte à ça. On ouvre le champ des possibles de: «Ah bah, au fait, moi je pense qu'il faudrait mieux faire, j'en sais rien, je vais te dire une connerie, il faudrait mieux, réfléchir dans ce sens-là que dans un autre sens». Et là, tout le monde qui va faire: «Putain, mais eureka, quoi! Mais tu raison, mais pourquoi tu te tais depuis 5 ans? Pourquoi tu as pas parlé?» «Bah, on m'a pas laissé l'occasion, on m'a pas demandé». Voilà, ben maintenant tu as l'occasion. Voilà, on ouvre, l'occasion de, et ça, c'est une victoire quotidienne. Franchement, il y a des petites victoires au quotidien et il y a des petites défaites aussi, mais l'un dans l'autre, il y a plus de victoires, moi je trouve. Moi, je suis assez positif. et ça se sent. Et puis il faut surtout que vous y croyez à ce modèle, sinon il se mettra jamais en place. Mais je trouve ça très beau de donner la place en fait à chacun et de remettre vraiment l'humain au centre, et y compris dans une société où chacun est très différent et a des tempéraments différents. Tu en as forcément certains dans des systèmes un peu plus traditionnels qui prennent le dessus et qui en fait imposent un peu leur idée. Là, vous donnez un peu la parole et la place à chacun pour que toutes les idées soient exprimées et entendues, et qu'ensuite collectivement vous orientez en fait le navire dans une direction ou dans une autre. Mais En tout cas, je sais pas si, en tout cas, on donne la possibilité que ça arrive. On ouvre la possibilité. Après, mais c'est un travail qui va prendre un peu de temps à ce que tout le monde réussisse à prendre la parole. Et c'est le rôle du fameux animateur de groupe, de justement réussir à faire que tout le monde soit entendu. C'est un métier hyper sociable, de sociabilité, sociable, je sais plus. Mais en tout cas, il a un rôle vraiment de faire. Je parlais de faire société, l'animateur, c'est vraiment celui qui permet de faire société. mm, mm, mm. On va conclure ensemble le podcast, à moins que tu avais encore autre chose à communiquer justement Mais sur. des heures, mais des heures. Moi, je peux en parler pendant des heures. Mais non, vas-y, dis-moi, concluons.
Non, non, mais sinon, on fera une masterclass sur comment mettre en place une entreprise Ah ouais, numérique alors faudra pas me demander à moi parce que moi je suis le moins intelligent de tous ceux qui réfléchissent à ça, donc il faudra demander vraiment aux experts. Mais si on invite les experts, on risque de perdre tout le monde, alors que si Pierre, Non, il faut inviter tu tout l'as le monde compris. en fait, ouais. Il faut inviter tout le monde. Trop bien. Bah, écoute, on va conclure ensemble. Je crois que tu as noté au préalable des gens que tu avais envie d'entendre pour de futurs épisodes. C'est Oui, bien. bah, oui, comme tu me disais. Et moi je pense qu'il faut peut-être j'ai écouté tes podcasts, il y a beaucoup de graphistes, et cetera, c'est hyper Ouais. intéressant. Et je pense qu'il faudrait peut-être élargir aux gens qui, qui, qui font le métier mais qui ne sont pas forcément graphistes. Mm, mm. Et donc j'ai noté Franck Petita, dont j'ai parlé, qui est le dirigeant de l'école de l'Institut Méliès, parce que je pense que les écoles ont un rôle de ouf dans notre métier, qu'elles certaines partent sur des mauvaises directions. Je comprends pas que toutes les écoles aient vu une cinquième année pousser au bout de la quatrième. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à interroger sur les écoles, sur leur fonctionnement. Euh, il y en a, Franck est un type super, hein, je sais qu'il, par rapport aux horizons dont viennent les gens, il arrive à les faire intégrer dans les écoles, etc. Enfin, dans son école. Mais il y a des écoles qui sont des boîtes à pognon. Ce qui fait aussi que, comme ça coûte très cher, ben le graphiste, quand il sort enfin l'artiste, quand il sort de l'école, ben, il faut qu'il rembourse son emprunt étudiant, tu vois. Donc, ça fait augmenter les prix et ça peut petit à petit un peu étouffer le marché, quoi. Parce que les prix bougent pas trop, hein, en gros, hein, les financements. Par contre, si tous les salaires augmentent, bah, c'est une galère. Donc, je pense que sur les écoles, il y a un vrai sujet, tu vois, savoir Mm, mm. leur pédagogie, pourquoi ils font les choses comme ça, pourquoi ils ont rajouté une cinquième année, est-ce que c'est juste pour faire du pognon ou est-ce que ça a un sens? Voilà, de manière un peu innocente. Euh, les écoles, il y a le CNC dont j'ai parlé. Moi, je suis convaincu qu'il faut que tu discutes avec quelqu'un du CNC pour comprendre comment c'est gaulé le CNC, parce que le CNC, ça finance quasiment 100% Mm, mm. de la production française, c'est l'exception culturelle française. Ouais. Et si on n'est pas complètement à la dèche par rapport aux Américains, c'est parce que le CNC existe et c'est parce que l'État soutient le cinéma et le cinéma d'animation. Donc au CNC, moi je te conseillerais Pauline Augrain, qui est responsable de la filière numérique, je crois. Je ne sais pas quel est son poste vraiment officiel, le titre, hein, mais je crois qu'elle est dirigeante ou adjointe à la filière numérique et qui est une dame vraiment très, très cool. Et puis dont j'ai parlé, Pierrot Jacquet. Ouais. Pierrot Jacquet, donc, qui a lancé les Open Mind, qui a vraiment une carrière où il est passé par des boîtes petites qu'il a fait grandir, ou des boîtes énormes où il a essayé je pense pas, il est passé par chez Eddy, par Cube, ou alors des boîtes énormes dans lesquelles il a essayé d'insuffler quelque chose de nouveau, Ubisoft par exemple. Aujourd'hui, il est chez Netflix et il réfléchit lui vraiment à toutes ces questions, hein, dont on a parlé, qui peuvent peut-être n'intéresser personne, mais qui me passionnent. Euh, et puis, bon, voilà, il a une vision du métier. Et puis pour le coup, lui, c'est quelqu'un qui va très, 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 très vite dans sa tête. Donc, il a toujours 2 ou 3 wagons d'avance. Et je pense que c'est intéressant de le rencontrer. Mm. Trop bien. Et puis, Pierrot Jacquet, pour le coup, c'est pas la première fois qu'on me donne son nom, donc Alors là, c'est c'est l'un le des loup points. blanc. C'est le loup blanc. Il faudrait qu'il soit bientôt dans le podcast. Où est-ce qu'on te retrouve physiquement ou numériquement, Pierre? Physiquement, on me retrouve pour l'instant ici à Paris jusqu'à la fin juillet. Et moi, ensuite, je déménage à Montpellier où je vais monter une filiale de Supamons. Ok, trop bien. Avec mon associé Zoé, on monte une filiale en Occitanie, donc à Montpellier. Et sinon, on me retrouve vite fait sur Discord. On a des Discords très partagés. On a un Discord de Supamonks où tout le monde peut venir. Mais j'avoue que c'est pas ma génération. Mais j'essaye, je fais des efforts. Ou sur LinkedIn ou sur Facebook, enfin tous les trucs classiques, quoi. Ok. Mais pas TikTok, pareil, je sais pas faire, je sais pas ce que c'est. Switch, je galère, mais enfin bon, bref. Et voilà, on me retrouve. Ok, je mettrai tous les liens dans la description. Et puis, si le groupe Discord est ouvert, tu m'enverras pareil le lien. Ouais, Et puis, pour tous ceux que ça intéresse, vous pourrez le rejoindre. Et puis, je vais te laisser conclure avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est une punchline, une phrase que tu donnes à tes cofondateurs, à ton équipe, ou juste une blague. T'es libre du format. ben, moi, du coup, j'y réfléchis parce que tu m'as parlé tout à l'heure, du coup, je réfléchissais, est-ce que j'ai une bonne phrase? Non, c'est une phrase que moi, j'ai, qui est
que j'ai inventé quelque part, enfin, je crois, ou moi je l'ai lu quelque part et je l'ai volé à quelqu'un. C'est que quand tu arrives à la croisée des chemins, que tu as le choix entre deux routes, Mmh. prends les deux routes. Et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup, parce que c'est pas faisable physiquement. Mais cette idée qu'on est un, mais pas indivisible, c'est-à-dire qu'on peut aller sur des sentiers différents, qu'on n'est pas obligé d'être toujours droit dans ses bottes, qu'on peut se tromper, qu'on peut mener deux carrières en parallèle. L'idée qu'on n'est pas unidimensionnel, mais qu'on est pluridimensionnel tous. Tu vois, toi, t'es artiste, et à côté, tu fais ton gizmo, tu vois. Et c'est ça qui est génial, et ça t'enrichit de dingue, toutes les rencontres que tu fais. Et bah, tu as choisi, t'es pas, peut-être pas allé sur une route, tu as choisi deux routes. Et je pense que si on fait tous ça, si on se donne tous la possibilité de faire ça, et c'est quelque chose chez Supermonks sur quoi on bosse, la possibilité de la mobilité de l'employé. On a Marine chez nous qui était rigueuse quand elle arrivait, elle est dire de prod aujourd'hui. On a Marlène qui était dire de prod et qui aujourd'hui est réalisatrice et concept artiste. Et ben, tu vois, on a donné la possibilité de prendre deux routes. Et puis voilà, et on évolue comme ça. Et il ne faut pas être dogmatique, et d'autant plus quand ça porte sur soi-même. Il ne faut pas se dire, moi je suis un type comme ça, moi tu sais, moi je suis comme ça. Non, on est tous branlants, on est tous capables d'aller sur des chemins différents. On écoute on se plante tous, on réussit tous. Et si tu as le choix entre deux routes, prends les deux routes. Trop belle conclusion. Et puis, c'est ça, faut s'écouter pour explorer des chemins, des routes qui nous correspondent. Enfin, je ne ferai pas une meilleure conclusion que la tienne, donc je vais m'arrêter là. Mais merci Pierre pour ce mot de la fin et puis nous avoir un peu livré les coulisses de Supermonks en toute transparence, je trouve, sur justement les réflexions que vous êtes en train d'avoir et l'évolution du studio vers cette entreprise beaucoup plus libérée. Merci pour ce bon moment, encore une fois, Pierre. Merci à toi, merci beaucoup. Et puis à très vite. À tous ceux qui nous écoutent encore, je vais faire ma petite conclusion, mais vous le savez, je compte sur vous pour faire la promo du podcast, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager l'épisode. Et puis je vous dis encore une fois à la semaine prochaine. À très très vite. Ciao. Salut Pierre. Ciao.